Stress et confiance. Comment est-ce qu'on peut à la fois, je sais que vous avez beaucoup travaillé sur le stress, comment est-ce qu'on peut à la fois être stressé et confiant? C'est pas antinomique? Oui, justement, je crois surtout que le mot stress ne veut strictement rien dire. Le mot stress, ça veut dire souligner en anglais. Donc on peut dire que certains élèves sont soulignés. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Personnellement, quand j'enseignais en psychologie, je disais aux étudiants que s'il y avait 2 fois plus le mot stress, plus de 2 fois le mot stress dans une copie, je ne mettais pas la moyenne. Oui, mais parce qu'on confond. Non, je ne vous. Mais vous ne parlez pas aux ados qui vous disent « je stresse à mort ». Justement, ce qui est très important, c'est d'arriver à faire la part de ce qui relève du monde interne. J'ai peur, je suis angoissé, j'ai les boules. L'angoisse, c'est avoir les boules, ne pas respirer. L'anxiété, c'est la dimension psychologique de l'angoisse, alors que le stress, ça peut être se promener dans le froid. C'est une caractéristique de notre société qui consiste à vouloir nier toute dimension psychologique, toute délibération intérieure. Alors, je crois que si on parle beaucoup de stress dans des examens, ça fait partie, il y a le stress de la rentrée, des vacances, de tout. Mais c'est justement pour éviter d'aborder le sujet. Un des intérêts du baccalauréat, c'est de sortir de, au fond, ces mécanismes automatiques. Alors, il est normal d'être stressé à mort parce que le baccalauréat est un temps de passage, un rite de passage, un des rares risques qui reste d'accéder à la vie adulte, avec le permis de conduire. Mais comme effectivement nous sommes écologiques, le permis de conduire a moins d'importance. Et puis il reste aussi le fait que le baccalauréat est une épreuve fondée sur l'écrit, et c'est en même temps quelque chose qui définit notre culture, la transmission généralement précédente. Donc si c'est un rite de passage, on doit mourir avant le rite pour renaître ensuite. Donc ça fait aussi partie des règles du jeu de dire qu'on est dans le 36e dessous, devant cette épreuve redoutable qui nous met en péril, on risque de mourir, pour ensuite montrer qu'on l'a eu. Si on lavait les doigts dans le nez, ça n'aurait aucune valeur. Je ne suis d'ailleurs pas sûr qu'il y ait une corrélation entre ceux qui ont le plus peur et le niveau réel des élèves. Ceux qui aspirent, par exemple, à une mention très bien, vont être particulièrement inquiets, puisque cela va conditionner peut-être leur accès à une classe préparatoire ou à certaines écoles. Alors que ceux qui n'aspirent qu'à une mention passable, eh bien, vont effectivement être moins inquiets. J'ajoute d'ailleurs, on voit très bien cette dimension un peu symbolique. On plaide pour un contrôle continu, mais il existe déjà, puisqu'on tient compte du livret scolaire depuis la seconde, et que l'oral de rattrapage aussi tient encore plus compte du livret des recommandations que l'écrit. Donc en fait, on se rend bien compte en ce qui concerne le baccalauréat qu'on réclame des réformes tout en souhaitant d'ailleurs que rien ne bouge. Si quelque chose bougeait, ça risque effectivement de perdre son aspect symbolique. Bien, alors décidément, on revient sans arrêt à cette idée réformée ou non réformée. Mais je voudrais, Michel Fils, que vous nous parliez, vous, de ce rapport des jeunes au temps. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit, ce fait qu'ils n'aient toujours pas commencé leur révision, tout de même à 42%? C'est un taux assez important, alors qu'ils soigneraient leur stress en révisant. Bon, alors c'est une très bonne question. J'allais intervenir précisément sur ce sujet en ayant écouté la deuxième partie de l'exposé de Brice Teinturier. Tout ceci est complètement normal. Voilà. Ce qui d'ailleurs montre le décalage entre un examen qui se construit dans la durée, qui est un long parcours, qui vous oblige effectivement à inscrire les choses dans le temps, voilà, et une logique adolescente qui, elle, s'inscrit dans l'immédiat. Et voilà pourquoi, simplement de ce seul point de vue, le contrôle continu est hautement plus intéressant, parce qu'il inscrirait les choses dans des séquences qui seraient des modules du présent. Un petit peu de contrôle continu, comme ça, étalé dans le temps. Alors, j'entends bien ce que l'on dit, il y a l'objectivité du côté du bac et la subjectivité du contrôle continu, mais il faut simplement se donner les moyens d'avoir un contrôle continu effectivement objectif. Ou ce qu'on appelle un contrôle en cours de formation, qui n'est pas forcément réalisé par les enseignants propres des élèves, mais peut être assuré par des enseignants autres. Voilà, mais en tout cas, bon, il est évident que autant il y a 40 ans, réviser au dernier moment aurait pu
apparaître anachronique par rapport à l'examen de l'époque, autant aujourd'hui ça me paraît complètement normal. Voilà. Et moi je pense même, parce qu'effectivement dans le déclaratif, on peut penser qu'il peut y avoir des sous-évaluations ou des surestimations. Moi je pense que le nombre de ceux qui révisent au dernier moment est beaucoup plus élevé que ce qu'ils ont bien voulu le dire. Parce qu'encore une fois, ils ne peuvent pas fonctionner autrement. Un adolescent aujourd'hui, il ne peut pas inscrire les choses dans le temps. Voilà. Et d'où le décalage entre la culture scolaire, alors comme vous le disiez, qui inscrit encore les choses dans l'écrit, où ils ne sont plus, non plus. Voilà. Et puis ce temps, effectivement, dont ils n'ont plus appris l'apprentissage, en quelque sorte. Voilà. Alors, moi, la question que je voulais peut-être poser, et peut-être qu'on aurait pu poser, par rapport au stress, effectivement, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, c'est quand même un certain malaise, une certaine souffrance. Donc, la souffrance, elle est-elle indispensable, nécessaire, utile? Voilà. Parce que la première question, évidemment, ne prouve rien. Est-ce que le bac est indispensable? Ben oui, parce qu'effectivement, il ouvre la porte de l'après. Donc si vous ne l'avez pas, voilà, donc vous êtes condamné à répondre oui, qu'il est indispensable, nécessaire. Mais si on avait demandé, par exemple, est-ce que le bac pourrait être remplacé par un autre mode d'évaluation? Moi, je suis curieux de savoir quelle réponse on aurait eu. Bien, alors le stress, juste, oui, on l'a la réponse. Oui, qui va dans votre sens. Ouais. Quand on demande est-ce qu'il faut le transformer, ils nous disent justement oui, et au profit, dans votre hypothèse, plutôt de davantage de contrôle continu. Là où est l'hypocrisie, c'est que si on a un contrôle continu intégral, on n'est plus dans le bac. On est hors bac. Donc, tout à fait, faut mais plus vous parler avez de modification. C'est plus de modification, c'est un remplacement. Il faut être clair, faut pas être hypocrite. Vous avez vu ce que volent les gens, c'est essentiellement une évolution. Donc là, on est dans 85%. Rappelez, moi j'avais vu des objectifs, des chiffres quand je faisais mon travail, c'était pas à ce niveau-là. Parce que les gens voulaient bien une part de contrôle continu, mais ils n'étaient pas 85%. Tout à fait. Là, ce qui prouve que les choses évoluent et que et qu'on apprend des choses nouvelles ce matin. Juste une petite parenthèse sur le stress. Le stress et l'école française, c'est une spécificité, non? Avant que Brice ne reprenne son. Oui, son et c'est pas quelque chose de particulier au baccalauréat. Nous, avec notre étude PISA, on mesure le degré d'anxiété à l'âge de 15 ans, et notamment vis-à-vis des mathématiques. Et les Français sont les élèves les plus anxieux avec les Japonais et les Coréens. Donc on voit bien qu'il y a un système d'éducation où souvent la notation est vécue comme une sanction par les élèves, une accumulation de mauvaises notes est vécue par un redoublement, alors que le redoublement est souvent inefficace. Donc là, ce phénomène de stress ou d'anxiété, c'est quelque chose qu'on mesure déjà à l'âge de 15 ans ou même qu'on pourrait mesurer dès l'enseignement primaire. Pour revenir aussi sur le contrôle continu, dans tous les pays de l'OCDE, il n'y a que la Suède et la Grèce qui ont un examen équivalent au baccalauréat qui est basé juste sur le contrôle continu. Donc on voit bien que malgré tout, si on basculait vers une suppression du bac pour le remplacer par quelque chose, un contrôle continu, la France serait dans la minorité des pays. Vous oubliez l'Allemagne, où 70% de l'examen final se passe au contrôle continu. Il y a un mélange, il y a une parité entre les deux. Un mix des deux. Et en Allemagne, ça dépend des Länder. Il y a dans certains Länder, c'est 70%, dans d'autres, il y a beaucoup plus d'égalité entre contrôle continu et examen final. Bien, alors, ensuite, la salle, bien sûr, vous pourrez participer à ce débat et poser vous aussi vos questions, puisque vous voyez bien que nos invités ne partagent pas tous le même point de vue.